Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. Nous sommes ravis avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver comme chaque lundi pour commenter et débriefer l'actualité internationale. Et ce soir, on part en France où rien ne se passe comme prévu. C'était le titre d'un ouvrage publié en 2012 par Laurent Binet et qui racontait l'histoire de la campagne présidentielle de François Hollande et son arrivée à l'Élysée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que 4 ans plus tard, rien ne semble se passer, encore une fois, comme prévu. Un président sortant qui, fait inédit dans l'histoire de la Ve République, déclare ne pas briguer un second mandat, un Premier ministre qui démissionne pour se lancer dans la course et une gauche plus que jamais incertaine sur le projet qu'elle va construire et soumettre à l'approbation des Français en avril prochain. Alors à quoi va ressembler cette bataille pour la gauche? Qui sont les candidats? Quels sont leurs programmes? Qu'est-ce qui les distingue? Et quel impact cela peut-il avoir sur les relations avec le Maroc et sur la gestion des questions liées à l'immigration ou à l'islam? C'est tout cela que nous verrons dans une première partie. Et puis juste après la pause, nous élargirons la discussion pour essayer de voir à quoi ressemble la gauche française aujourd'hui, quelles sont ses caractéristiques et est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'assister à une recomposition du champ politique français? C'est ce que nous verrons dans une deuxième partie. Et pour répondre à toutes ces questions ce soir avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Moustapha Shihmi. Bonsoir Monsieur Shihmi, vous êtes de nouveau avec nous, vous êtes politologue et journaliste. Merci beaucoup pour votre présence. À vos côtés, Aziz Boustan, vous êtes directeur de publication du Panorama Post. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. À vos côtés également, Monsieur Guillaume Jobin, vous êtes le directeur de l'École supérieure de journalisme de Paris. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Et enfin, Mohamed Ezouak, vous êtes directeur de publication du site yabiladi.com. Merci monsieur d'être avec nous pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors messieurs, la première question, c'est bien évidemment sur l'annonce de François Hollande de ne pas se représenter. Je le cite dans son discours du 1er décembre dernier, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle et donc au renouvellement de mon mandat. Alors, cette annonce de François Hollande, est-ce que c'est une surprise? Monsieur Shihmi. Quelle histoire! Un chef d'État en fonction qui décide de ne pas se représenter, c'est tout à fait inédit dans la pratique de la Ve République en France. Il dit que c'est de la lucidité. Je dirais que c'est une lucidité bien tardive, parce qu'il était donné perdant depuis des mois. C'est-à-dire, vous savez, dès le début de son quinquennat, il a été plombé par une chute de popularité qui est allée en s'aggravant. Et qui est aussi inédite. Et il avait fait l'erreur de lier sa candidature en 2017 à la baisse du taux de chômage. A-t-on idée de s'accrocher à un taux qui n'est pas maîtrisable? Et on a vu laborieusement le président Hollande commenter tous les mois, tous les 2 mois, disant « Ah, mais ça va mieux, ça reprend, il y a des frémissements, tout ça, etc. » C'est un spectacle tout à fait gênant d'ailleurs pour la fonction présidentielle. Ensuite, il ne pouvait pas se représenter parce que tous les sondages le donnaient 5e si jamais il se présentait au scrutin de fin avril 2017, c'est le premier tour. Et il était à 6-8%, etc. Donc c'est une atteinte à la fonction de président de la République. Et il a tiré les conclusions, encore qu'il y a quelques semaines, il tâtait le terrain pour voir s'il ne fallait pas y aller, etc. Et puis, erreur aussi tactique, on n'a jamais vu un président de la République sortant aller à une primaire et se retrouver avec des candidats dont certains sont ses ministres, dont d'autres sont d'anciens ministres, etc. Et c'est une situation tout à fait surréaliste qui allait se présenter, puisqu'on allait voir le matin le chef de l'État recevant Angela Merkel, déjeunant, téléphonant à Obama, tout ça, etc. Et puis dans l'après-midi, se retrouver devant un parterre de militants avec ses ministres, etc. Donc c'est une solution de sagesse, mais c'est une solution qui lui a été imposée par un rapport de force. Et je pense que ça ne permet pas de porter ça à son crédit, parce qu'il aurait dû être plus clair dès le départ. Dès le départ en disant « je fais un mandat ».
je verrai le moment venu ne pas se lancer dans des combinaisons et dans des astuces de procédure. Guillaume Jobin, votre avis au vu de ce que vient de dire Monsieur Sahimi, est-ce que c'est une décision qui est responsable? Je trouve que Moustapha Sahimi est trop gentil par rapport à ce que je pense de l'attitude de François Hollande en général et en particulier, je parle côté partisan politique. Je pense qu'il a couvert de ridicule la fonction présidentielle, notamment par cette annonce. Il aurait mieux fait, à sa place, j'aurais fait un communiqué de presse en disant « je ne me représente pas, point pour convenance personnelle ou Dieu sait quoi ». On avait vraiment pour moi, il a le syndrome du premier de classe. Vous savez, le petit garçon qui a bien révisé, qui a ses lunettes et qui pense que parce qu'il a fait une bonne copie, il va être admis et il a oublié qu'il y avait un oral et malheureusement, il a raté son oral avec les 65 millions de Français. Pas simplement le jour où il a fait son annonce qui était téléphonée, comme on dit, hyper prévisible, mais tout au long de son quinquennat où je pensais qu'avec Nicolas Sarkozy, on avait atteint le fond de la déchéance du respect de la fonction présidentielle. Je m'aperçois que Hollande a pu rajouter un coup de peinture de plus pour aller un peu plus loin. Ce qui d'ailleurs pose problème, et on va en parler tout à l'heure pour la suite de ce qui va se passer. Mais alors, même cette déclaration publique, certains ont estimé que du coup, il rentrait vraiment dans l'histoire par ce discours de sortie. Est-ce que vous la partagez ou est-ce que vous partagez l'avis de vos confrères, Monsieur Boustin? Moi, je ne partage pas du tout l'avis de Guillaume Jobin. Je pense qu'on a un peu trop cassé du Hollande depuis 4 ans, 5 ans. Et comme vous l'avez dit... Hollande bashing. Mais il s'est cassé tout seul. Non, il s'est cassé tout seul, mais la déchéance de la fonction présidentielle a atteint vraiment son fond avec Sarkozy. N'oublions pas qu'il traîne 6 ou 7 affaires en justice, des histoires un peu particulières. On peut reprocher ce qu'on veut à François Hollande, mais il a quand même été... Vous me direz que c'est la norme, mais par les temps qui courent, c'est pas toujours la norme d'être honnête. Première chose. Deuxième chose, pour revenir à ce que vous disiez, Moustapha Sahimi, sur la dégringolade des sondages, vous remarquerez que depuis Chirac, ça n'a pas arrêté. Alors c'est peut-être l'effet réseaux sociaux, c'est peut-être l'effet Internet, mais Chirac avait battu un record d'impopularité, lequel record a été battu par la suite par Sarkozy, lequel record est encore battu par François Hollande. Je ne pense pas que ce soit véritablement ça qui l'ait incité à ne pas y aller. Mais ce qui s'est passé un peu partout à travers le monde, on voit que les sondages, où il a des sondages qui sont plus ou moins, qui auraient pu être plus ou moins encourageants pour lui, mais ce qui s'est passé avec Trump, ce qui se passe avec Podemos, ce qui s'est passé avec le Brexit, l'a conduit peut-être à penser que les sondages ne veulent plus rien dire, et que aussi et surtout, il a dû voir ce qui s'est passé pour Sarkozy, se retrouver avec 6 ou 7 de ses ministres et avoir cette humiliation, mais cette très grave humiliation. Il a dû se dire, bon, il y a peu de chances pour que je réussisse, autant sortir par la grande porte. Moi, je pense que faire l'histoire, c'est peut-être un mot, c'est peut-être une expression un peu pompeuse, mais je pense qu'il est sorti par la grande porte. Faire un communiqué, ça aurait été un peu cavalier. Vous êtes français, et les Français, quoi qu'il ait fait, ils auraient dit « Ah oui, il aurait dû faire ça ». S'il avait fait un communiqué, ouais, c'est cavalier, dire au revoir aux Français comme ça rappellera le fameux au revoir de Giscard qui n'était pas très content. C'est presque ça à la fin d'ailleurs. Hein. Oui, c'est pas un revoir, il lui reste quand même quelques mois à faire dans la fonction. Voilà, mais bon, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire venir défendre quelque part son bilan, dire que les résultats de ce bilan vont être différés et que voilà, je pars. Parce qu'il a compris il a compris tout dernièrement, jusqu'à dernièrement, parce que je pense qu'en octobre et en novembre, il avait encore quelque part, il bougeait encore, il avait encore un petit espoir. Mais il y a eu 2-3 événements, Trump... Aziz, je serais tenté de vous suivre, pardonnez-moi, s'il n'avait pas abordé la question du bilan, parce que son bilan, c'est quand même... On va y revenir. C'est un ballon d'air vide. Ça a occupé une bonne partie de son discours, mais on va y revenir dans un instant. Mohamed Edouard. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il était un peu le président par défaut. C'est-à-dire que c'était l'anti-Sarko. Beaucoup de personnes, beaucoup d'électeurs français ont voté pour François Hollande parce qu'ils ne voulaient plus de Sarkozy à la tête de l'État français. Donc déjà, il était dans une posture où il n'était pas forcément, il rassemblait pas pour son programme ou par sa personnalité. Mais il rassemblait quand même au sein de la famille au niveau du PS, au niveau du PS et encore 2,8 millions d'électeurs lors de la primaire. Même au niveau du PS, bon, parce que il y a eu aussi l'affaire DSK, etc. Donc bon, on est dans une situation quand même un petit peu inédite où on n'avait pas un candidat fort pour la gauche. C'est un candidat par défaut. Tout à fait. Président par défaut. Par défaut, après ce qui s'est passé pour Dominique Strauss-Kahn. Tout à fait. Qui avait les sondages qui étaient favorables, et c'est quand il y a eu cette affaire
malheureuse de DSK que le peuple de gauche, que les socialistes se sont tournés vers le candidat. Un concours de circonstances qui l'a mené à la fonction suprême. Je vous laisse terminer. Oui, ensuite, il y a eu des... Alors, en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il a réussi quand même à stabiliser, au moins au niveau budgétaire, la situation en France. Donc par rapport à Sarkozy, où c'était quand même un certain délitement, il a quand même, au niveau macroéconomique, son bilan est plutôt positif. Après, au niveau socio-économique, c'est un peu plus délicat. Et puis, il a été quand même marqué par, son mandat a été marqué par des attentats terroristes, une succession d'attentats terroristes qui l'ont beaucoup affaibli, notamment face à un Manuel Valls qui a réussi à faire un petit peu ce que Sarko a fait avec Chirac, où il était au sein du gouvernement, mais il était déjà en train de préparer le coup d'après. Et Hollande, finalement, il y a eu un peu une erreur de casting et puis une erreur stratégique en mettant Valls et en mettant beaucoup de billes sur Valls, en pensant que la popularité de Valls allait lui servir pour son prochain mandat. Au final, il s'est retrouvé avec un Brutus au sein même du gouvernement et en plus une erreur stratégique. Mais est-ce que c'était une vraie surprise? Parce que Manuel Valls ne s'est jamais caché de ses ambitions politiques. Il avait des ambitions, mais c'était pas forcément prévu pour aussitôt. Aussitôt, c'était pas forcément prévu dès le départ. On pensait que Hollande allait continuer, il avait la légitimité, etc. Et puis il y a eu une erreur stratégique, c'est les primaires. Comment se présenter en tant que président pour un nouveau mandat face à ses anciens ministres? Ça fait un petit peu armée mexicaine où tout le monde conteste, tout le monde veut être le sergent à la place du sergent. Et ça, c'était un petit peu délicat et on était vraiment face à un dilemme et il a préféré sortir par la petite porte, mais en tout cas, c'était pas la plus déshonorante. Monsieur Srimi? Sur le bilan, je suis un peu en désaccord avec toi. Il y a d'abord, j'ai vérifié, 560 000 chômeurs de plus. Sous le quinquennat. Il a reconnu dans son bilan l'échec de sa politique sur le plan de la lutte contre le chômage. 560 000 chômeurs de plus aujourd'hui en France. Autre illustration du mauvais bilan, l'endettement. L'endettement, nous sommes actuellement, vous savez que chaque Français doit 31 000 euros. La dette publique française est de 21 milliards de dollars. Ça fait 31 000 euros pour chacun. Bien, ensuite, une autre ambiguïté, c'est qu'il a changé de politique. Il a annoncé en 2012 un programme, une politique économique et sociale, et il n'a pas respecté les engagements et les promesses qui avaient été faites à cette époque-là, d'où d'ailleurs le fait que les électeurs socialistes se sont retrouvés déboussolés par rapport à quelqu'un qui avait annoncé des mesures. Vous savez, quand même, le fameux discours sur les finances du Bourget, c'est quelque chose, il faut relire ce discours. C'est un discours qu'aurait pu faire Jean-Luc Mélenchon ou un socialiste de choc. Mon adversaire, mon ennemi, c'est l'argent. Et c'est les finances. Et on se retrouve avec une autre politique la deuxième année, la deuxième et la troisième année, avec des cadeaux fiscaux faits aux uns aux autres, une politique, etc. C'est tout ça qui a pesé. Alors, autre aspect de son bilan qu'il a évoqué, la question de la déchéance de la nationalité. Il a beaucoup insisté dessus dans son discours. Je le cite, il mentionne les attentats de janvier 2015 et puis de novembre 2015. Et il dit, dans ces circonstances particulièrement éprouvantes, terribles même, j'ai voulu que soit maintenue la cohésion nationale, que nous puissions éviter les divisions, les surenchères, les stigmatisations et donc les amalgames. Sur tous ces sujets, je n'ai qu'un seul regret et je veux ici l'exprimer, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité parce que je pensais qu'elle allait nous unir alors qu'elle nous a divisés. Ce mea culpa sur la déchéance de nationalité qui a été largement défendu par Manuel Valls, est-ce que ce n'est pas un tacle aussi à Manuel Valls qui va devoir supporter l'échec de cette politique et les regrets de François Hollande sur cette décision? Guillaume Jobin? Ça l'est certainement, parce que moi j'ai le sentiment, sans avoir des informations particulières, que les deux, Valls et Hollande, ne se supportent pas. Et que Valls était un pis-aller comme Premier ministre, parce qu'il n'y avait pas un choix fou. Il y a eu quelques jours de révélations de journalistes sur les petites phrases que sortaient notamment Manuel Valls dans le livre sur le président de Fabrice Lhomme où pendant 5 ans il s'est confié en racontant n'importe quoi. Moi, ce qui me frappe chez Hollande, c'est cette espèce d'impuissance généralisée, c'est-à-dire que ce soit sur le chômage. On a un taux de chômeurs en France qui atteint des records que même pendant la crise de 29 on n'a pas connu. Sur la sécurité, on n'a jamais eu autant de morts
même pendant la guerre d'Algérie, de morts et de blessés, parce qu'on a une politique sécuritaire qui est totalement déficiente, une politique internationale où on n'est que la petite souris qui court derrière les États-Unis. Donc quel que soit le sujet qu'on aborde avec François Hollande, sans parler de la déchéance de nationalité, on est dans un vide intersidéral, une non-action. Chez un garçon, si je puis dire, en parlant du président de la République, qui me paraissait quand même, qui est surdiplômé, parce qu'il a fait HEC, l'ENA, Sciences Po et j'en passe, qui est a priori intelligent, qui a su manœuvrer le PS pendant des années, et puis tout d'un coup, on voit qu'il a atteint le niveau de son incompétence en se vaporisant tout seul dans une fonction qui est trop grande pour lui, comme ses costumes d'ailleurs. Mohamed Deswar. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une peau de banane pour Manuel Valls. Ils étaient un petit peu les deux personnalités politiques au sein du PS en opposition. Ils ont gardé une sorte de pacte de non-agression pendant qu'ils étaient effectivement tous les deux en poste. De manière officielle. De manière officielle. Et puis chacun préparait évidemment la bataille suivante et essayait de scier un des pieds de la chaise sur lesquels était assis. C'était notamment Valls quand même qui essayait de faire des mauvais coups au président. Mais c'est vrai que, là je rejoins ce que disait Guillaume Jobin, le président a été conforme à sa caricature, avec une présidence un peu sur un pédalo. On avait vraiment l'impression qu'il n'était pas du tout en phase avec les difficultés que vivait le peuple français et les difficultés que vivait son camp, les difficultés dans lesquelles il s'était mis lui-même. Et ça, effectivement, il en paye le prix. Et je pense que jusqu'aux dernières semaines, il avait encore espoir. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a toujours réussi à renaître de ses cendres. On l'a quand même vu au fond du gouffre quand il était à la tête du PS. Premier secrétaire. Et ben, on s'est rendu compte que finalement, il en avait encore sous le pied. Il avait réussi, grâce aux mésaventures de Dominique Strauss-Kahn, à rebondir et à devenir président. Donc je pense qu'il avait encore espoir, comme une sorte de bonne étoile, qui allait rebriller à nouveau d'ici quelques semaines. Et puis bon, finalement, il s'est rendu compte que c'était impossible pour lui. Monsieur Srimi. Vous savez ce qu'il dit dans son livre avec les deux journalistes du Monde, ça m'a beaucoup frappé. Il dit à un moment, je suis le meilleur. Je l'ai noté, il dit je suis meilleur. Il y a de l'orgueil chez Hollande. Quelqu'un qui était à 3% en décembre 2011, il était à 3% d'intention de vote. Et qui se retrouve, du fait de circonstances, on a parlé de la défection de DSK, puis il a été élu, etc. Au fond de lui-même, il pense qu'il est le meilleur et qu'il allait trouver une astuce pour coiffer tout le monde au poteau. Deuxième chose, sur la déchéance de nationalité, Hollande a perdu son électorat socialiste 2012 par morceaux. Il y a eu les mesures prises qui n'étaient pas conformes aux prévisions et aux annonces. Il y a eu le problème de son comportement dans la vie privée. J'y reviens pas dans la vie privée, mais bon, là, quand même, l'affaire du scooter, c'est quelque chose. Enfin, bon, j'en parle pas, mais c'est privé, mais ça a quand même choqué beaucoup de citoyens français. Le troisième point, c'est le déclin de la France dans le système international. La France n'est pas audible sur la scène internationale. Il a essayé une conférence internationale sur le Moyen-Orient. Netanyahou a dit non, j'y vais pas. Il essaye encore aujourd'hui de faire rencontrer Netanyahou et Mahmoud Abbas, ça marche pas. Il y a la crise franco-marocaine qui a duré aussi pendant 2 ans. Qui a duré pendant 1 an, etc. Donc il y a un déclin de la France. La voix de la France ne porte plus. Et sur ce plan-là, je rejoins ce que dit Dominique de Villepin dans son livre qui vient de paraître il y a un mois. Il dit on n'est plus audible. La France n'a plus d'autorité, n'a plus de crédibilité à l'international. Monsieur Boustin. Moi, je pense qu'il a, pour reprendre ce que disait Mohamed Zouar, c'est sa caricature. Pendant 11 ans, pendant 12 ans, je pense, il a été premier secrétaire du PS et il a fonctionné avec sa fameuse synthèse. Et en arrivant à l'Élysée, il pensait que, quelque part, ça allait continuer à se passer de la même manière. Alors, il est arrivé à recoller les morceaux après 2 défaites électorales présidentielles, après celle de Jospin, après le fameux 21 avril, puis après 2007. Et il a quand même su toujours se retrouver, toujours se reprendre. Mais le problème, c'est qu'en arrivant à l'Élysée, il a continué à ne jamais prendre de décision, parce que c'est sa marque de fabrique, c'est ne jamais prendre de décision, c'est essayer de voir, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais encore une fois, à sa décharge, je dirais que le monde
encore une fois avec Internet, encore une fois avec les réseaux, n'a jamais véritablement connu une telle accélération que depuis 2010-2011. Il se retrouvait avec un monde et une France totalement différents. N'oublions pas que dans cette élection, par exemple, c'est la première fois que nous avons une gauche et une droite aussi éclatées. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y a une élection sous état d'urgence. C'est la première fois que le Front National est aussi haut. C'est la première fois qu'il n'y a pas de grands personnages politiques qui concourent. Donc il y a eu énormément de changements. Et au niveau international, pareil. Il est arrivé en 2012, c'est-à-dire un an après le printemps arabe, mais déjà c'était en train d'exploser de partout. Et puis on a vu ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, en Syrie, en Ukraine. Il a été quelque part tétanisé à un moment où il fallait qu'il prenne des décisions, ou à un moment où il fallait qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Il a lanterné, il a lambiné, il a tergiversé, il a essayé de gagner. Et je me rappelle d'un papier qui avait été écrit sur lui, je pense par Florence Baugé, en 2010-2011, quand tout le monde le donnait à ces 3%, tout le monde le donnait perdant. Florence Baugé, journaliste du Monde. Journaliste du Monde, en disant « N'oubliez jamais cet homme et ne le perdez jamais de vue. Il est capable de rebondir des situations à partir des situations les plus terribles. » Et pendant que tout le monde est en train de parler aux médias à Paris, lui, il est en train de sillonner la France et de faire un discours à chaque fois qu'il rencontre plus que 3 ou 4 Français. Et donc c'est ce qu'il a dû quelque part penser, seulement il se retrouvait avec une société qui a complètement changé, et ça on en parlera tout à l'heure, avec des extrémismes, avec une xénophobie qui est générale et qui n'est pas uniquement l'apanage de la France ou seulement en France. Et donc là, il s'est retrouvé quelque part dans une société qu'il ne reconnaît pas, et c'est peut-être pour ça qu'il a jeté l'éponge, parce qu'il ne reconnaît pas. Ça rappelle un peu le fameux « Je ne vous comprends pas » de Jacques Chirac en 2005, en s'adressant aux jeunes. Là, je pense que c'est ce qu'il a dit en filigrane dans son discours d'adieu. Je ne comprends plus ce qui se passe, il vaut mieux que je m'en aille. Et donc je pense qu'il ne faut pas trop lui jeter la pierre, parce qu'il faut être quand même à la place de quelqu'un, essayer de le comprendre, de se mettre un peu en empathie avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il est quand même président de la République française, il est resté là 5 ans, même si on a essayé de faire une malencontreuse tentative de destitution, mais on ne peut pas lui jeter la pierre aussi facilement, mais à mon sens. Mais il est rejeté. On ne lui jette pas la pierre, mais il est rejeté. Alors François Hollande donc ne se présente pas à cette primaire, mais il y a déjà 8 candidats qui se sont déclarés. 3 aujourd'hui ont déposé leur dossier au PS. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, on peut parler de quelques-uns de ces candidats, à commencer par Manuel Valls, qui a déclaré sa candidature donc le 5 décembre à Évry, soit 4 jours après le discours de François Hollande. C'est en ces termes qu'il a annoncé sa candidature. « J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. C'est au-delà des mots, c'est une conviction totale. Je veux tout donner pour la France qui m'a tant donné. » Alors, ça rappelle un peu Sarkozy, ça. Les 2010, 2010. C'est une sorte de Sarkozy de gauche. Ça rappelle un peu le discours de Sarkozy. Alors, Côté un peu vulgaire. Ouais. c'est une définition comme une autre pour résumer Manuel Valls. Manuel Valls, qui donc a été ministre de l'Intérieur, qui a été Premier ministre, il porte le bilan de la présidence de François Hollande. Est-ce qu'il a aujourd'hui des chances de rassembler à gauche, d'autant que dans une déclaration qui lui est aujourd'hui reprochée par d'autres candidats, notamment par Benoît Hamon, je me permets de le citer maintenant comme ça s'est fait, voilà ce qu'il dit de lui sur BFM TV le 2 décembre. « On a maintenant probablement Manuel Valls qui sera candidat. Il a théoriser les gauches irréconciliables, il me semble qu'aujourd'hui, il ne peut pas incarner l'avenir de la gauche et c'est pour ça que je serai candidat. » Donc déjà, 2 obstacles, le bilan de François Hollande et puis le fait d'avoir théorisé les gauches irréconciliables. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de sa candidature, Monsieur Slimi? Je vous vois impatient de répondre. Non, moi je suis très patient. La difficulté, vous l'avez dit, c'est le bilan. Il est comptable du bilan de cette gestion pendant le quinquennat. Il ne peut pas se défausser sur le président Hollande. Alors la difficulté, c'est de savoir quelle lecture il va donner de ce bilan aujourd'hui dans une autre séquence historique, celle de la candidature aux primaires. 2, il a pris des positions tranchées. Vous l'avez dit, c'était l'homme des 2 gauches qui ne sont pas conciliables. Ça sera intéressant de voir dans les prochaines semaines comment il va ajuster le tir. Alors il essaie aujourd'hui d'habiller cela en disant que c'était une prise de position ponctuelle à propos de tel ou tel parti, que c'était pas sa position. 3, le marché de la gauche s'est embouteillé. Il y a un trop-plein de candidats. Il y a un trop-plein de candidats non seulement au sein des primaires,
puisque avec lui ça fait 8. Mais il y a également des candidats hors primaire qui sont des candidats de poids. Il y a Macron qui est en train de faire sa campagne dans des conditions tout à fait intéressantes. Moi, j'ai suivi son discours qu'il a fait, son meeting, il avait 15 000 personnes. Je vous pose la question, quel est le dirigeant socialiste ou le candidat à la primaire de gauche aujourd'hui qui peut réunir 15 000 personnes? Il a parlé 1h03. Il y a également de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui a un matelas électoral de 10, 12, 13%. Qui a annoncé hier, pardonnez-moi je vous interromps juste pour citer sa déclaration hier, donc 10 décembre, dimanche 10 décembre sur France Inter, qu'il ne participera pas aux primaires de gauche. Et il a dit, je pense que si je participais à une primaire, je me trouverais immédiatement dans une position de déloyauté totale parce que si je venais à perdre, cela signifierait que par loyauté, je devrais respecter celui qui a gagné et lui apporter mon soutien. Tout à fait, mais c'est une position de cohérence que défend Jean-Luc Mélenchon qui correspond d'ailleurs au personnage. Il y a encore d'autres candidats. Il y a un candidat qui vient de se déclarer hier ou avant-hier, c'est Vincent Peillon. Et c'est intéressant parce que ces primaires de gauche sont avec cette prolifération de candidatures, 8, plus 2 ou 3 en dehors du cadre des primaires, ça pose un problème de captation d'électorat socialiste. Vincent Peillon, c'est intéressant, c'est une opération, semble-t-il, soufflée par Martine Aubry, dit-on, et par le noyau dur des Hollandais historiques. Il a annoncé avoir pris sa décision après le discours de François Hollande. C'est ce qu'il dit, mais on sait, d'après les informations qu'on a, qu'il y a un certain nombre de gens proches de François Hollande, dont Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et d'autres, Martine Aubry derrière, etc., qui l'ont poussé, qui l'ont encouragé, parce qu'il s'était retiré depuis plus de 2 ans et demi de la vie politique. Il n'est que député européen, il donne des cours de philo à Neuchâtel, en Suisse. Et Vincent Peillon, c'est intéressant parce qu'il va se situer au centre et au cœur de la gauche. Et c'est un élément qui va gêner Valls et qui va gêner aussi les autres candidats. Au total, résumé, au total résultat des courses, qu'est-ce qui va rester comme candidat sérieux, à mon avis, dans les semaines à venir? Valls, mais Valls avec les difficultés que j'ai évoquées, Macron, qui est là, qui pose problème à toute la gauche, et Vincent Peillon. Voilà, me semble-t-il, ce qu'il faut retenir. On continue ce tour d'horizon des candidats déclarés dans un instant. On fait d'abord une courte pause. Restez avec nous sur Média TV. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Bienvenue de retour sur le plateau du débrief. On continue notre analyse des primaires à gauche en France. Juste avant la pause, on faisait un tour d'horizon des principaux candidats. On continue. Vous vouliez réagir aux propos de M. Slimi juste avant la pause, M. Jobin? Moi, je trouve que les primaires de gauche, de toute façon, ils savent tous que que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le combat, il n'est pas là. Le combat, il est entre la droite et l'extrême droite. Peut-être que la gauche va réémerger, mais elle s'est donné 5 ans pour se faire son Pearl Harbor intime en se coulant. Donc c'est de l'agitation dans un bocal. C'est pour ça qu'on a ressorti Peillon, qui est un universitaire sympathique, mais qui est tout sauf un homme politique. Un monsieur qui a été ministre une fois pendant 2 ans. Ministre de l'Éducation nationale. De l'Éducation nationale, qui n'a pas laissé une trace inoubliable, enfin, parce que personne ne se souvient qu'il était vraiment. Bah, j'ai rien contre ce monsieur Peillon, qui est plutôt sympathique. Je trouve que le seul qui représente encore ce qu'on pourrait avoir comme lueur d'espoir dans le Parti socialiste et dans les valeurs de la gauche, c'est Benoît Hamon, qui en plus est quelqu'un d'intelligent et de perspicace. Un des plus jeunes candidats. Un des plus jeunes candidats, enfin il est de moins en moins jeune chaque année, mais tandis que Valls, je pense que mon analyse, et j'en suis pas certain, c'est que Valls ne voulait pas se présenter, avait bien compris que la gauche était morte pour 2017 et visait l'échéance électorale de 2022. Qu'il y a été parce qu'il savait que de toute façon, s'il perdait les primaires ou si la gauche perdait les élections, même s'il était en tête des primaires, ça ne lui serait pas reproché en raison du contexte électoral surpuissant de la droite et de l'extrême droite. Mohamed Dessoir, une précision, si vous permettez. Ce qui est en jeu dans ces primaires, et là, je suis d'accord avec Guillaume Jobin. Alléluia, vous êtes d'accord. Pour une fois. C'est 2022, bien sûr, mais c'est la prise de l'appareil du parti. Parce qu'on ne peut pas faire une élection présidentielle en France, généralement, sans un appareil important. C'est encore plus vrai pour le Parti socialiste. Et donc, ce qui est Valls, il sait très bien qu'il ne sera pas au 2e tour.
n'y a pas de surprise. Hein. Je sais bien qu'il se passe beaucoup de choses dans les élections. On l'a vu avec Fillon, Juppé, etc., lors des primaires de la droite. Mais c'est là pareil. Et Manuel Valls est un apparatchik qui a une culture de gauche et une culture d'appareil. Il sait qu'il faut qu'il prenne l'appareil, donc il va laisser les uns et les autres se diviser et il voudra s'imposer comme patron naturel de l'appareil, d'autant que je pense que Cambacérès, qui dirige l'appareil, sera... comment Cambadélis, premier secrétaire. Oui, Cambadélis sera disposé à lui céder cet appareil-là. C'est ça. Donc son objectif premier, c'est pas d'être le candidat du PS, c'est de reprendre en main le parti. C'est d'être là parce que ça donne une notoriété, une visibilité supplémentaire. Il n'en a pas besoin, il a été Premier ministre depuis 3 ans, presque 3 ans. C'est un débat de fond, il y a une couverture médiatique extrêmement large, mais en même temps, c'est une manière de se prépositionner pour la prise de l'appareil socialiste. Mohamed Ezzouak. Alors déjà, pour commencer... Sans rester que sur Valls, parce qu'il y a d'autres candidats, il y a Arnaud Montebourg, il y a Benoît Hamon qu'on vient d'évoquer. Je reprendrai un petit peu la caricature de Plantu, caricaturiste au Monde. Il avait fait une jolie caricature avec comme texte Hollande plan B, Valls plan B. Je pense qu'il a, même s'il n'était pas prévu de se porter candidat dès maintenant, dès 2017, je pense qu'il a senti quand même qu'il y avait un coup à jouer. Déjà, premièrement, à droite, c'est Fillon, un ancien ministre. C'est pas la troisième voie hein, finalement qui a gagné. C'est Fillon, un ancien ministre avec des valeurs très à droite. Et donc, il s'est dit, j'ai une carte à jouer, en me projetant comme étant effectivement le patron naturel de la gauche. Je suis Premier ministre, ou en tout cas il l'était jusqu'à quelques semaines, mais aussi en portant certaines valeurs qui, je pense, feront aussi les présidentielles. C'est-à-dire qu'en fait, son véritable défi, c'est d'abord de gagner les primaires, mais ensuite, je pense qu'il, contrairement aux pronostics, je pense qu'il est capable quand même de jouer serré, dans la mesure où il porte des valeurs, ou en tout cas une démarche sécuritaire, pas très pro-immigration, même si la gauche est plutôt connue pour être moins à cheval sur le côté anti-immigration. Donc il porte quand même certaines valeurs, un discours quand même assez offensif sur l'islam. Des valeurs de gauche, tout à fait. C'est pour ça qu'actuellement... En tous les cas, il se prévaut, de par les fonctions qu'il a eues, d'un certain sens de l'État. Pour la présidentielle. En fait, il y a 2 matchs. Vous avez le match aller, où là, d'ailleurs, il a déjà commencé, en balayant et le bilan de son gouvernement et ses propos passés sur les migrants, sur l'islam, il parle de rassembler maintenant. Donc là, pour gagner la gauche, là pour gagner effectivement les primaires à gauche, il doit rassembler. Mais ensuite, le deuxième match va se jouer sur des valeurs sécuritaires, des valeurs sur l'Union européenne d'ailleurs, et des valeurs et les questions aussi liées à l'intégration des musulmans en France, etc. Donc c'est sur ces questions-là. La question sociale, mais qui on va y revenir pour voir à quoi peut ressembler encore la gauche aujourd'hui en France. Monsieur Boustat, une réaction par rapport à moi je pense qu'on est en train d'essayer de faire du neuf avec du vieux, mais dans un monde qui est neuf, comme je le disais tout à l'heure. Et l'idée de gauche, c'est bien d'avoir une idée de gauche, mais dans un monde qui est de plus en plus libéral, il faut avoir une personnalité véritablement en dessous. Mais là, la plupart de ces candidats se présentent pour la première fois dans le cadre de primaires. Ils sont nouveaux quelque part. Le problème dans la gauche française, encore une fois, c'est quand on remonte à l'histoire, on va retrouver des Mitterrand, on va retrouver des Rocard, on va retrouver des Jospin, on va retrouver des gens d'un certain calibre, d'une envergure, qui pouvaient porter une idée en allant à l'encontre, à rebrousse-poil de la marche du monde. Là, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de faire quelque part de la cosmétique, comme j'appelle Emmanuel Macron. C'est un candidat cosmétique, un candidat marketing, un candidat... C'est un raccourci, ça. J'attendais la réaction de M. Trémy. Non, mais je sais que vous êtes macroniste et que je ne sais pas si vous êtes français ou pas, mais vous... Macron, c'est la nouvelle star. Pourquoi vous défendez On laisse terminer M. Boustat. Je savais que mes 2 voisins allaient tenir ce langage-là, parce qu'on en a parlé. C'est un phénomène
C'est un phénomène intéressant. Voilà c'est quelqu'un... la technocratie. Oui, mais il est là. Rothschild, il n'a de visibilité Oui, que mais depuis qu'il il est à est là. l'Élysée, et puis après il était conseiller à l'Élysée, puis Oui. après il est censé devenir ministre de l'économie. Mais sur le marché politique, il est là. Il occupe une place. Alors vous pouvez ça, pas je suis nier. d'accord avec vous, parce que quand on voit... On vous encore laisse une terminer, fois, Monsieur Bousquet. ce qui s'est... Terminez votre Mais idée. il m'a totalement perturbé. Donc il a changé ma manière de voir, enfin ma logique. Voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Macron, voilà. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a vu ce qui s'était passé de l'autre côté, c'est-à-dire côté outre-Atlantique, et finalement, il sait qu'il a toutes ses chances d'y aller. Et il a choisi le meilleur moment pour pouvoir y aller, en essayant de surfer sur un programme qui n'est pas véritablement un programme de gauche. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il a pu rassembler 15 000 personnes, parce que 15 000 personnes à qui on dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Trouver des idées, genre rapprocher le salaire net avec le salaire brut, genre, bon, c'est pas des idées qui passent en élection, mais c'est des idées qui passent en marketing. Et c'est des programmes qui passent en marketing. C'est pour ça que je dis que c'est un produit marketing qui vient d'une banque d'affaires et qui n'est pas véritablement l'homme de gauche qu'on aurait pu espérer pour la France. C'est du marketing qui fait des voix. On va continuer. C'est la tête de gondole chez Marjane, et rien de plus. Messieurs, s'il vous plaît. Un bon score justement pour ça. Messieurs, on continue, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur Macron, même si peut-être que le phénomène, comme vous le dites, Monsieur Slimi, le mériterait. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais sur les autres candidats, il y en a quand même un qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, c'est Arnaud de Montebourg. Il a été 3e aux primaires de 2011. Il a été le 3e homme de cette élection avec 17% des voix. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut encore jouer un rôle? Et puis, j'en profite pour poser mon autre question, parce que comme vous êtes bavard, je le fais maintenant. Une personne dont on n'a pas parlé, que beaucoup de Français plébiscitent aujourd'hui, une pétition circule pour qu'elle se présente, celle de Christiane Taubira. Est-ce qu'on peut avoir une surprise avec Christiane Taubira dans ses primaires à gauche? Monsieur Jobin? Pourquoi pas? C'est une femme très intelligente et très cultivée, pas forcément sympathique, mais qui a le mérite quand même d'avoir mais des neurones. Qui s'est démarqué des politiques, de la présidence Hollande, qui a présenté sa démission. C'est une vraie femme de gauche, ce qui n'est pas le cas je dirais à part Benoît Hamon, de la plupart des autres. Même Montebourg, pour moi, qui est un garçon sympathique, je ne sais pas quelles sont ses idées, quels sont son positionnement, et je serais bien curieux qu'on me les explique, parce que c'est quelqu'un qui a varié d'une sorte de droite libérale à une gauche pas libérale, et revenant sans cesse en avant et en arrière dans ses positions quand il était ministre. Même si néanmoins il est sympathique et que j'aime bien son énergie et son volontarisme. Christiane Taubira, j'avoue que ça pourrait peut-être mettre d'accord la frange de gauche du PS et l'extrême gauche, enfin l'extrême gauche, les communistes. Parce qu'on ne parle pas des Verts, qui quand même représentent un poids électoral supérieur à celui de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Avec qui vont s'allier les Verts dans la mesure où ils sont capables d'avoir une unité? Enfin, les Verts, je dis des écologistes pour ceux qui... le terme exact. C'est une inconnue. En fait, dans une élection, il n'y a que des inconnus eux, au sens mathématique, et il n'y a rien de certain. C'est ce qui fait le charme de l'élection, d'ailleurs. Monsieur Slimi, sur Montebourg et Madame Taubira? Taubira, oui, c'est un profil très marqué. C'est un profil militant avec de fortes convictions. C'est connu. Elle était déjà candidate. Elle avait été candidate, en 2012, élection présidentielle, avec Jean-Pierre Chevènement, et d'ailleurs, ces candidatures-là qui auraient fait perdre Lionel Jospin. On a imputé à l'éclatement de la gauche la défaite de Lionel Jospin. Donc, elle est dans un créneau qui est quand même occupé. Il est occupé par Benoît Hamon, partiellement, et également pour l'autre partie par Mélenchon. Mais est-ce que la légitimité qu'elle a acquise par l'exercice de son mandat lors de cette présidence, elle a quand même un bilan relativement positif, peut plaider en sa faveur? Si vous permettez, la légitimité personnelle et politique ne suffit pas à avoir des voix. Il ne suffit pas d'avoir des voix et à se faire une place dans l'électorat socialiste qui est extrêmement sollicité. Vous avez vu, le spectre, il est extrêmement large. Pourquoi voulez-vous que des électeurs qui respectent Taubira n'aillent pas voter pour Benoît Hamon ou pour Jean-Luc Mélenchon? Parce que c'est ça le problème. Il y a des prépositionnements où il y a une captation d'électorat qui est faite et c'est difficile pour Taubira. Je formule l'hypothèse, nous sommes le 11... nous sommes le 12. Nous sommes le 12. Je formule l'hypothèse que probablement elle hésitera beaucoup avant de se présenter. Il lui reste 3 jours. Oui, si elle se présentait, elle ne ferait pas plus de 5%, parce que le marché est pris. Il est pris par 8 autres candidatures.
Oui, le gros problème, en fait, Mohamed elle Ezwa fait effectivement durer un petit peu le suspense. Elle a d'ailleurs... Elle a répondu aux signataires de la pétition, mais sans donner de réponse sans sur donner son de projet de réponse, sans les candidature. remerciant, Ouais, etc. c'est C'est vrai qu'elle est très proche. Elle envoie des signaux, mais elle n'a pas encore apparemment pris la décision. Je ne suis pas sûr qu'elle se présente, dans la mesure où effectivement il y a un peu un embouteillage quand même sur son positionnement, alors qu'elle est légitime. Clairement, elle est légitime et elle aurait pu être justement l'anti-Valls. Dans la mesure où elle est toujours restée fidèle, même si elle était plus ministre, mais elle est toujours restée fidèle, elle n'a jamais tapé sur Hollande, contrairement à Valls qui a justement cette image un petit peu de Brutus qui finalement a tué César. Et donc elle a effectivement un gros potentiel à gauche si on était peut-être dans un autre contexte. Aujourd'hui, dans un contexte politique et social en France, elle était quand même ministre de la Justice avec un message quand même très apaisé. Alors que je pense, beaucoup de Français, malheureusement, attendent autre chose et attendent un discours qui est volontariste, peut-être même autoritaire, et donc il y a de fortes chances que ce soit plutôt des gens comme Valls qui l'emportent. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour aborder la question de l'avenir de la gauche française et à quoi elle peut ressembler. On parlait de Christiane Taubira il y a un instant. Voici ce qu'elle disait justement sur la gauche en avril 2015 au micro d'Europe 1. Depuis une dizaine d'années, la gauche a été confrontée à une offensive de droite, une offensive culturelle, sémantique et politique. La gauche s'est laissée dépouiller et il y a eu deux effets. Un dépouillement systématique avec une emprise très arrogante sur la nation et un dépouillement avec un cambriolage sur la laïcité, une façon de galvauder la République. Alors, est-ce que aujourd'hui la gauche s'est laissée déposséder par la droite, comme elle le dit dans cette citation, et comment la gauche peut se réapproprier ce langage qui lui est historique, quelque part, Monsieur Boustin? Ce qu'a dit Christiane Taubira est à sa manière de parler très bien, de parler comme un dictionnaire. Alors, très bien, elle exprime très bien ce qu'elle veut dire, mais elle reste un peu en dehors de la réalité. Ce dont on n'a pas parlé, pour revenir à la gauche, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que dans l'ensemble des pays du monde qui ont des élections actuellement, on voit que les enjeux sont en train de passer de l'économique et du politique d'un côté au sociétal de l'autre. Les grandes campagnes électorales qui sont en train Même pas au social, au sociétal. Au sociétal, pas au social. Le social, ça peut. Les valeurs. Voilà, c'est les valeurs. C'est quel genre de société voulons-nous? C'est quel genre d'identité? Vers où allons-nous? Regardez Trump, quel discours il a développé. Regardez les Farage et autres Boris Johnson. Tout en parlant de souverainisme, tout en parlant d'Union européenne, c'était surtout nous autres, les Britanniques. Regardez ce qui est en train de se passer en Hollande. C'est toujours l'État-nation qui revient et c'est toujours la société qui revient. Or, dans les gènes de la gauche, on n'aime pas parler de société parce que ça crée quelque part des clivages. Alors, la France a un problème actuellement de communautarisme, un problème avec son islam, un problème de sécurité, un problème. Regardez le raz-de-marée qu'a fait Fillon au sein de l'électorat de droite et du centre, en parlant du mariage gay, en parlant de l'adoption pour les couples homosexuels qu'il refuse, en parlant d'un certain nombre de choses qui reviennent, qui ramènent le curseur, si vous voulez, sur le côté sociétal. Et même ici, au Maroc d'ailleurs, les grands enjeux qui sont, les grands discours qui ont été développés à droite et à gauche, pas dans le sens français, mais dans le sens du spectre politique national, c'est toujours la même chose, c'est toujours le sociétal. Et je ne pense pas que Christiane Taubira puisse aller là-dedans, parce que ce n'est pas dans sa nature, encore une fois. Arnaud Montebourg, peut-être parce qu'il aurait l'audace de faire ça, quoique je ne connais pas tellement son programme, et ça a été aussi le premier qui avait parlé, corrigez-moi si je me trompe, de la 6e République. Je ne suis pas sûr qu'il connaisse lui-même son programme complètement. Voilà, Oui, d'abord, il faudrait qu'il existe, et deuxièmement, je ne sais pas s'il le connaît. Alors, Donc, il serait peut-être le seul à parler de ça. Valls est un homme de droite caché chez la gauche. Et voilà, donc je ne pense pas que la gauche puisse continuer d'exister de la manière dont on la connaît, c'est-à-dire une gauche qui, pour faire court, qui va privilégier plus l'homme au capital. Je ne pense pas qu'elle puisse continuer à fonctionner comme ça tant qu'elle n'a pas changé sa manière de voir d'une manière profonde, d'une manière radicale. Et ça, il n'y a pas encore de personne au sein de la gauche française qui porte cette manière de voir les choses. Monsieur Jobin, tout à l'heure, vous disiez que le débat aujourd'hui, c'était entre la droite et l'extrême droite, et plus tellement entre la gauche et le reste du spectre politique. Est-ce que la gauche a des chances de se refonder, et si oui, sur quelle base?
La gauche a des chances puisqu'elle a 5 ans, enfin, sauf erreur de ma part, ce qui peut arriver, elle a 5 ans pour se refonder. Je pense que la gauche devrait arrêter de se servir de ce que Aziz Boussetta a appelé le sociétal, parce que le sociétal, c'est un écran de fumée pour cacher le social. Le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est pas l'islam, c'est pas la mondialisation, c'est pas le réchauffement de la planète, c'est 6,5 millions de chômeurs ou 6,4 millions de chômeurs. Quand ce problème-là sera réglé ou sera en voie de décroissance, qu'on aura moins de chômeurs et que les gens vont retrouver de l'emploi, tous ces autres problèmes passeront au deuxième plan. Donc je pense que la gauche doit se concentrer aujourd'hui sur l'articulation entre le social et le sociétal et faire revenir, comme le disait M. Boussetta, l'homme au centre des préoccupations. Et pas les États-Unis ou le capital ou la finance ou l'argent ou Dieu sait quoi. Mais Mohamed Ejouak et ensuite M. Srimi. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'heure du mariage pour tous, le Parti socialiste a vécu 3 divorces. Le premier avec les classes populaires et les quartiers populaires. Il y a eu un abandon complet de ces quartiers. Le deuxième avec le tissu associatif, la société civile, où à force de jouer avec quelques associations au niveau national, eh bien finalement toutes les autres ont perdu confiance dans le Parti socialiste. Et puis le troisième, évidemment, les intellectuels de gauche. Il y a un vrai divorce. On se souvient d'Emmanuel Valls il y a quelques mois, qui avait annoncé que déjà, qui avait déclaré que déjà le fait de poser la question sur l'origine sociale des personnes qui ont provoqué les attentats, c'était déjà en quelque part les excuser et donc faire table rase de ce travail des intellectuels. Et on voit que des grandes personnalités du milieu universitaire, de la recherche, qui sont de gauche, qui ne sont plus du tout audibles. Même un Thomas Piketty, qui avait, même à l'époque d'Hollande d'ailleurs, qui avait proposé une grande réforme fiscale. L'économiste, oui. L'économiste, oui. Il n'a pas du tout été entendu. Enfin, au départ, François Hollande avait dit OK, on appliquera une réforme, etc. Puis il a vite été abandonné. Sa voix ne porte pas. C'est la même chose pour des grands enjeux, même s'il y a quelques candidats comme Benoît Hamon qui le proposent. Le revenu universel, il y a notamment Friot qui le propose. La réduction du temps de travail pour essayer de proposer quelque chose d'autre au niveau social. Beaucoup des candidats souhaitent revenir sur la loi travail qu'on n'a pas évoquée dans le bilan de François Hollande, mais beaucoup proposent de revenir sur... Benoît Hamon propose sa suppression simple de la loi. Donc, il y a énormément de travaux, d'idées qui sont en train d'être débattues, plutôt justement la gauche radicale, Mélenchon, etc., chez les Verts, mais pas du tout au sein du Parti socialiste. Et c'est ce divorce qui a poussé, je crois que c'est en 10 ans, la moitié des adhérents du PS ont déserté. Et ça, malheureusement, ils le payeront en 2017. Monsieur Srimi, votre analyse sur cette gauche française aujourd'hui et sur plus largement la recomposition du champ politique. Est-ce qu'on a encore une bipolarité gauche-droite réellement? Historiquement, la gauche, c'est quoi? C'est le mouvement. Prenez l'histoire de la gauche dans le monde, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est le progrès social, la justice, la solidarité nationale face à l'ordre. Il se trouve que la gauche française connaît une crise qu'on a évoquée rapidement ici, parce qu'on a une gauche gouvernementale d'abord. Depuis Mitterrand, depuis 1981, on a une gauche gouvernementale qui a accédé aux affaires publiques. Bon, il y a eu l'intermède Chirac, mais maintenant il y a Hollande, etc. Cette gauche gouvernementale n'a pas réalisé les mesures et les réformes annoncées, d'où une déception d'une partie des électeurs socialistes. Première difficulté. Deuxième difficulté, la gauche est confrontée à des données majeures qui sont nouvelles. C'est d'abord le marché. La prépondérance de l'économie du marché dans les systèmes économiques, en France en particulier, ailleurs, etc. Donc comment faire un socialisme de marché? C'est une équation qui n'a pas été réglée. Troisième point, ça a été évoqué par Aziz Boussetta et Guillaume Jobin tout à l'heure, etc., c'est que la gauche est confrontée à des problématiques difficiles qui sont d'ordre sociétal. L'islam, la laïcité, l'immigration. Et sur ça, elle n'a pas apporté des réponses conformes à sa philosophie et à son héritage. D'où la difficulté. Vous savez, le plus grand débat qu'il y a eu en France, c'est sur la déchéance de la nationalité, parce que ça a touché le cœur des valeurs d'un électorat de gauche. Et le cœur des principes républicains. Et le cœur des principes républicains. Donc nous en sommes là. La recomposition, oui, elle se fera, mais elle se fera. Il faut un leadership
C'est pas sûr que le leadership de Hollande, de Manuel Valls arrive à s'imposer maintenant, 2017 et en 2022. Il faut un accord sur un projet de société des valeurs et puis il faut une approche renouvelée des contraintes de l'action gouvernementale. La gauche ne peut plus promettre comme avant, c'est-à-dire les lendemains qui chantent, etc. Et ça, c'est un enjeu qui se pose non seulement en France, mais qui se pose chez nous au Maroc. La difficulté pour la gauche marocaine, qui est réelle, qui existe, mais qui est décomposée, qui est dans la situation que vous savez, c'est redéfinir une identité socialiste compte tenu de toutes ces nouvelles contraintes. Merci beaucoup, monsieur. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Alors, en 30 secondes, autant j'ai l'impression que pour la droite française, la droite et le centre, il y a eu réconciliation des 7 ou 8 candidats qu'il y avait, à part ceux qui sont partis, bien sûr, Sarkozy et Juppé, autant j'ai l'impression que pour la gauche, c'est véritablement éclaté. Ce sont des gens qui ne se parlent pas, ce sont des gens qui ont un lourd contentieux depuis que certains sont sortis du gouvernement. Donc on est parti vers un émiettement de la gauche. Peut-être qu'il faudra rassembler ça par la suite, mais il faudra le leadership dont parlait Moustapha Sahimi. Merci beaucoup, messieurs. Dernier mot. J'ai un regret. 5 secondes alors. Vous voyez que je suis censuré par mes Non, voisins. allez-y, on vous écoute. J'ai un regret, c'est qu'on ne puisse pas faire des primaires dans nos partis politiques et que nous soyons obligés par transfert de nous intéresser aux primaires de la gauche et de la droite. Vous compliquerez les choses encore plus qu'elles ne le sont. Merci. C'est déjà assez compliqué comme ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir apporté vos analyses pour mieux comprendre les primaires à gauche. On aura l'occasion d'y revenir puisque le premier tour est prévu pour fin janvier. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, on se donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.